Je m'appelle Maxime Point, je travaille au CANA, le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants, en tant qu'intervenant en immigration et pour la recherche de logement. Je travaille aussi en partenariat avec le PRAIDA, qui est à Montréal, qui est un organisme québécois pour la défense des réfugiés et des demandeurs d'asile du Québec. Aujourd'hui, nous allons parler des statuts migratoires et de la discrimination dont peuvent faire face les personnes qui sont demandeurs d'asile ou réfugiés, au Québec en particulier. Donc nous allons voir que les personnes demandeuses d'asile font face à de nombreuses discriminations qui ont été exacerbées à cause du Covid, que ce soit dans la durée de l'immigration ou dans les diverses discriminations qu'ils font face pour la recherche de logement ou pour l'accès à la santé. Aujourd'hui au Québec, les demandeurs d'asile font face à de plus en plus de discriminations qui ont été exacerbées à cause du Covid. D'un côté, il y aura le logement, où la recherche de logement est de plus en plus dure pour les demandeurs d'asile qui ont une aide sociale en arrivant au Québec qui s'appelle l'aide sociale d'urgence, qui est de plus en plus petite par rapport à l'inflation dont nous faisons face présentement et qui vont mettre de plus en plus à mal les familles et les personnes seules demandeuses d'asile dans la recherche d'appartements. Il y aura aussi un autre aspect qui va être plus médical. En arrivant au Québec, en effet, ou partout au Canada, les demandeurs d'asile ont un document qui s'appelle le PFSI, qu'on appelle plus communément le papier brun. Avec ce document, on peut aller à l'hôpital et on peut recevoir des soins, que ce soit avec un podiatre, avec un pédiatre, avec toutes sortes de spécialistes. Malheureusement, la majorité des médecins au Canada ne connaissent pas cet outil et un médecin sur deux ne l'a pas utilisé durant l'année dernière. Donc, les demandeurs d'asile au Québec vivent de plus en plus de problèmes de maladies mentales qui vont être plus souvent liés avec de l'anxiété ou de la dépression. En effet, depuis leur arrivée au Québec, certains doivent attendre plus d'1 an afin d'obtenir leur papier brun et ensuite leur permis de travail qui leur permettront de travailler. Donc ça veut dire que la majorité des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec veulent justement trouver un travail pour commencer à se reconstruire et reconstruire la vie du pays qu'ils ont quitté. Mais malheureusement, ils doivent souvent attendre de très longs mois. Et durant ces mois, donc, ils n'ont pas grand-chose à faire à part juste recevoir l'aide sociale. Les personnes demandeuses d'asile au Québec vont avoir de nombreuses discriminations à faire face, qui vont être surtout, comme je l'ai dit précédemment, le logement et l'accès à la santé. Aujourd'hui, l'accès au logement devient de plus en plus difficile et une personne seule n'est pas capable de vivre dans un appartement à Montréal. Il faudra souvent trouver des colocataires ou vivre en communauté, ce qui est souvent difficile pour des demandeurs d'asile qui peuvent avoir vécu des traumatismes dans leur pays d'origine et qui voudraient vivre plus indépendamment. D'un autre côté, il y aura la santé, où une personne sur 4, un demandeur d'asile sur 4, n'a pas pleinement accès aux soins de santé au Québec, que ce soit par méconnaissance ou que ce soit par rejet de l'hôpital, qui vont soit les rejeter parce qu'ils ne connaissent pas le PFSI ou parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est et ils vont donc les charger pour les soins médicaux. Donc aujourd'hui, nous allons être rejoints de Daniel, qui est demandeur d'asile et nouvellement personne protégée. Donc je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Daniel Bertesoto, je viens d'Équateur. Je suis arrivé en 2020, c'était en février, juste avant la pandémie. Après que j'ai vécu une situation de persécution dans mon pays, je suis venu au Canada pour chercher un peu de protection du pays. Oui, je suis arrivé en tant que demandeur d'asile et après 2 ans et 8 mois, j'ai été finalement accepté comme réfugié. Donc, je vais donc poser quelques questions avec Daniel pour avoir son point de vue. Donc, Daniel, pour toi, qu'est-ce que tu penses que ça évoque les discriminations systémiques pour les demandeurs d'asile au Québec? Je pense qu'ici au Québec, il y a une idée
c'est que c'est un demandeur d'asile et parfois c'est pas nécessairement quelqu'un qui a vécu une situation de persécution, mais c'est quelqu'un qui a essayé de sauter la ligne pour essayer d'améliorer sa situation économique. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. En général, on est des personnes qui cherchent une protection vraiment. Et peut-être qu'on avait toute une vie dans nos pays, mais que maintenant doit recommencer. Donc, ces situations, cette idée qui est un peu partout, ça génère une discrimination systémique parce que tout le monde a cette idée. C'est ça, que les personnes viennent comme pour profiter presque du système canadien plutôt que... Et les gens ne s'imaginent pas que les gens ont dû tout abandonner derrière eux. Exactement. Et comme laisser leur famille, les amis. C'est ça. D'accord. Et c'est ça, donc ça se reflète après dans le gouvernement et dans les États. Les personnes donc pensent que c'est comme moins une priorité parce que c'est des personnes qui sont venues ici juste pour ça. Oui, exactement. Donc ça se reflète dans le donc système après, de santé. On n'a pas d'accès au programme du gouvernement parce que oui, tu peux pas donner accès à, je sais pas, éducation ou de l'aide dans de différentes situations à quelqu'un qui peut-être qui est ici juste pendant 6 mois parce que pourrait être refusé, non? Finalement. Ouais. Mais cette situation temporaire, on s'attend aussi que ça devrait être 6 mois, 5 mois, 6 mois. Après, je serai soit accepté comme réfugié ou refusé, si c'était faux, la demande, j'imagine. Mais ces situations temporaires, après 3 ans, ça devient difficile. C'est ça. C'est ça, parce que les demandeurs d'asile viennent au Canada comme des réfugiés, comme des immigrés temporaires, parce que ça, c'est en attente de l'audience. Mais c'est ça, et ce serait un petit peu plus correct si vraiment l'audience était vraiment rapprochée, par exemple, comme tu as dit, 5-6 mois. Mais ça, aujourd'hui, et surtout depuis le Covid, les personnes attendent comme 2-3 ans, complètement sans savoir vraiment, sans vraiment pouvoir avoir les moyens de s'intégrer. Et c'est ça, en trouvant juste des travails vraiment tardivement pour pouvoir s'intégrer aussi. Donc c'est ça, c'est vraiment compliqué. Oui. Par exemple, quand la première fois que j'ai essayé d'ouvrir un compte bancaire avec les papiers bruns, le banque m'a refusé. Ils ont dit non, on n'accepte pas ça comme identification. Comme preuve d'identité, ouais. Oui, c'est ça. Mais ça devrait être accepté. Ça devrait être accepté parce que c'est un papier. Mais ça n'a pas été accepté. Ouais. Donc finalement, on a dû vraiment faire une recherche, appeler les banques, être sûr qu'on va nous accepter avant de même aller, parce que c'était une expérience. Être là avec toute la documentation, avec l'argent prêt, mais être refusé. D'ouvrir un compte, pas une carte de crédit, juste un compte. Juste ouvrir un compte. Oui. C'est ça, parce que quand on est demandeur d'asile, c'est ça donc quand on arrive, quand on passe la frontière du Canada, on doit donner son passeport. Donc ça veut dire que tu avais vraiment aucune identification au Canada, tu as juste le PFSI, donc le papier brun qu'on donne, mais comme les personnes n'ont pas l'éducation de connaître ce que c'est un document fédéral au Canada, c'est ça, ils refusent souvent dans beaucoup d'endroits, donc y compris la banque. Ouais. Après, tu cherches, par exemple, moi quand je suis arrivé, je parlais 0 français, donc je cherchais un peu partout où est-ce que je pouvais apprendre la langue. C'était une priorité pour moi, mais beaucoup d'endroits, la réponse était non. Non, pas demandeur d'asile. Finalement, j'ai trouvé un endroit spécifique qui acceptait demandeurs d'asile, mais ça a pris aussi un effort, une recherche, du temps, d'appeler 10-12 endroits avant de trouver un cours de français. Mais c'est drôle parce qu'ici, il y a aussi une idée de « Ah oui, les demandeurs d'asile, ils n'apprennent pas le français, ils vivent tous à Montréal, ils ne travaillent pas. » Mais quand on cherche les cours de français,
on n'est pas accepté. Mhm. Et quand tu n'as pas de permis de travail, tu es un peu mis dans un coin. Tu es obligé de ne pas apprendre le français, de ne pas travailler, mais après, tu as la critique de ne pas le faire. Donc, c'est un peu injuste. Mhm. Et donc, j'aimerais savoir, Daniel, comment ces discriminations systémiques t'ont affecté toi et tous les demandeurs d'asile aussi, mais surtout toi. Comment ça a affecté ton cas et comment ça t'a plus handicapé? Ouais, pour moi, finalement, c'était beaucoup d'efforts additionnels. Mais je ne suis pas quelqu'un qui accepte les noms et reste avec ça. Donc, chaque fois que j'écoute les noms, je cherchais un peu plus. J'ai trouvé une autre façon, une autre institution. Donc, pour moi, par exemple, avec la compte bancaire, j'ai finalement trouvé un autre endroit où ils étaient plus informés. Et c'est sûr que je ne vais jamais ouvrir un compte avec les premières. Et la même chose avec les cours de français, j'ai finalement trouvé une façon. J'ai même appris avec YouTube, mais c'était toujours des efforts additionnels. Et même chose pour la santé, toujours un peu de chercher un peu partout et d'essayer, réessayer. Et finalement, on s'est débrouillé, on a trouvé des façons, mais c'est toujours l'extra effort. Et moi, j'ai accès à l'information et je peux chercher un peu par, je sais pas, en Internet, mais je sais qu'il y a des autres qui n'ont pas le même accès. Donc pour eux, c'est vraiment non, je ne peux pas t'aider. Ils vont l'accepter, ils vont rester là. Et moi, j'essaie de trouver la façon. Et finalement, ça a fonctionné. Mais c'est sûr que ça m'a pris plus long que si je n'étais pas demandeur d'asile. C'est ça. Donc c'était surtout pour une personne comme toi, tu dirais comme plus éduquée. C'était comme un peu plus facile, mais ça t'a quand même donné beaucoup plus de stress que ça aurait dû. Oui, c'est sûr. Donc ça a beaucoup d'anxiété pour avoir des soins à la santé et des choses comme ça. Et malheureusement, les personnes qui sont peut-être moins éduquées, peut-être moins alphabétisées, s'ils reçoivent un non, ils vont juste l'accepter et souvent peut-être rester dans leur maladie qui va peut-être comme s'empirer, qui vont finir aux urgences après. Oui. D'accord. Et pour le logement, est-ce que tu as vécu pour le logement, oui, pour le logement, ici, il y a toujours la demande d'un historique de crédit, non? Et en tant que nouvelle arrivante, même pas demandeur d'asile, je pense, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Et j'ai même offert, écoute, j'ai un peu d'argent à côté pour le logement, est-ce que je peux te payer 3 mois avant? Et comme ça, tu es sûr que je vais te payer. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les premières parce que je ne voulais pas vivre toute l'histoire de chercher 3 mois, je ne sais pas, un endroit. Mais une autre fois, si tu n'as pas un peu d'argent de côté pour le faire, peut-être que ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher parce que personne ne va t'accepter. Et je sais que peut-être c'est même pas légal de payer plus qu'un mois. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Donc ça fait que les personnes qui voient que les potentiels locataires sont des demandeurs d'asile, ils vont plus souvent, c'est ça, ça donne à des pratiques illégales. Donc ce qui va être qu'ils vont demander de l'argent avant, plus d'argent que le premier mois. Souvent 2 à 3 mois, et c'est devenu quelque chose de presque automatique. Nous, ce qu'on voit presque tous les jours au travail, c'est que les demandeurs d'asile se font toujours demander 2 à 3 mois de loyer d'avance, ce qui est illégal au Québec, mais ce qui, avec la crise du logement à Montréal, devient presque nécessaire pour les demandeurs d'asile. Donc ils vont peut-être faire des emprunts et se mettre dans une précarité plus sévère afin de pouvoir trouver un logement. Donc, et ça a été le même cas pour toi, tu me dis. Donc, depuis 2020, en fait, c'est une manière assez courante de louer un appartement maintenant. Ouais.
Donc nous aurions quelques recommandations à faire pour l'ensemble du Québec et de la société québécoise. Pour ce qui est du logement, ce serait surtout de l'éducation vis-à-vis des propriétaires à Montréal et de tous les organismes aussi, à savoir ce qu'est un demandeur d'asile et à savoir ce qu'est l'aide sociale d'urgence pour un peu retirer cette peur de louer aux demandeurs d'asile et pour faciliter la bonne intégration des demandeurs d'asile. Secondement, il y aura aussi plus d'éducation de la part du tout le système médical du Québec pour avoir plus de connaissances du PFSI et de pouvoir donc l'accepter dans la plus grande majorité pour que les personnes demandeuses d'asile aient vraiment accès aux soins de santé au Québec comme ils le devraient.